Et bonjour vous autres. Alors, on est le mardi 9 décembre et oui, on est en fin de journée et j'ai pas encore ouvert le vlog. Alors, je sais pas ce que ça va donner. Je prends une chance de l'ouvrir quand même. J'ai pas ouvert les calendriers de l'Avent. J'étais au boulot et par contre, j'ai terminé mon PD James, donc je vais vous en parler tantôt. Et j'ai entamé ma nouvelle lecture en cours. J'ai tergiversé, mais je vous garde le suspense pour quand je vais avoir fini de manger avec mon copain. Puis après ça, ben, je vais essayer de faire un petit bout avec vous ce soir. Peut-être ça va être un vlog qui est un peu court, mais bon, c'est pas grave. Allez, on se lance ça. Hey, bonjour vous autres. Alors, on se retrouve. Je suis finalement en mode retour à la maison. On n'est pas dans la studio mobile, donc c'était très froid dehors quand même. Je vous prends là pour sans doute une longue séquence qui va peut-être être la seule séquence du vlog, mais bon, quand on part un vlog à 5h30 le soir, c'est sûr qu'il y a moins de possibilités quand même. Alors, tout d'abord, j'ai terminé en lecture audio ce matin le fameux A Taste for Death de P.D. James. C'était très prenant. C'était une surprise pour moi, ce roman-là. Je sais pas, ça s'approche pour moi de peut-être la plume de Elizabeth George plus dans ce roman-là. Même le duo techniquement d'enquêteurs. Je me souviens même plus si ce duo-là se perpétue après. Mais Dalglish et Kate Miskin, ça rappelle un peu la dynamique potentielle de Linley et Avers dans Elizabeth George. Bref, tout ça pour dire qu'on est vraiment plus dans de la littérature policière cette fois-ci que vraiment dans un roman policier ou thriller ou suspense. Malgré que le dernier quart, la tension monte complètement. Alors qu'on P.D. James nous a habitués pendant tout le long de cette enquête-là à vraiment un roman procédural, mais genre vraiment, on va suivre l'enquête, on est avec les enquêteurs, on va être là à chaque fois qu'ils vont interroger des témoins ou des suspects, ou on va être là à chaque fois qu'il va y avoir des développements. On va suivre en même temps l'évolution personnelle des personnages principaux et secondaires. Donc, c'est un rythme qui est assez, pas contemplatif, mais on a presque l'impression de vivre l'enquête en temps réel. Bon, c'est pas ça. Cela dit, c'est quand même un livre audio de 22 heures, donc c'était presque une journée complète. Mais tout ça pour dire que dans le fond, on a l'impression que on suit vraiment l'enquête pas à pas. Jusqu'à ce qu'on arrive au dernier quart où c'est pas parce qu'on ne suit plus l'enquête pas à pas, mais c'est que là, il va vraiment se passer plein de choses. Donc, des révélations, des déboulements, des déboulements d'action, des déboulements, pas des déboulements de personnes dans les escaliers, des déboulements d'action. Le rythme va s'accélérer, ça va devenir un rythme haletant. Ça va faire en sorte que ça crée une tension chez le lecteur parce que le danger s'approche de plus en plus, disons, de ce qui est le nœud, de ceux qui sont le nœud de l'enquête. Et c'est très confrontant, finalement. Eh bien, vous allez me dire, c'est un roman policier, donc oui, c'est sûr qu'il y a des crimes, il y a des meurtres, c'est confrontant, là, c'est pas ça. Surtout que là, le type de crimes qui ont été commis, c'est des meurtres, mais des meurtres gore, dans le fond, là, c'est vraiment pas, c'est pas doux, disons, comme façon de tuer. Mais le combat personnel d'un des deux personnages principaux et même d'un personnage secondaire aussi, qu'on se rend compte que c'est quelque chose qui est assez commun finalement, peut interpeller les gens parce qu'on est vraiment dans quelque chose qui est de l'ordre de qu'est-ce qu'on fait avec la vie qui avance chez nos proches. Qu'est-ce qu'on fait quand on a l'impression d'être dans un moment de notre vie où on a envie de prendre son envol, on a besoin de prendre son envol, mais que des personnes qui sont très proches de nous, eux, sont dans la dernière glissade. Comment peu importe la décision qu'on prend par rapport à ça, peu importe l'opinion qu'on a par rapport à ça, comment on vit avec les décisions, la ou les décisions qu'on a prises en se regard de ça,
Ça s'immisce en fait, c'est en toile de fond pendant tout le long du roman policier, mais ça devient de plus en plus important au fur et à mesure du roman. Je peux pas, j'ai l'air de parler un peu en énigme, mais c'est parce que je veux pas non plus vous divulgacher. Je vous dirais que c'est un P.D. James qui vaut la peine d'être lu, ça vaut la peine de prendre le temps de bien s'immerger dans cet univers-là. On n'est finalement pas tant en surface. Ce qui est drôle, c'est que c'est un peu une intrigue qui est comme un peu... On n'est pas trop sûr à quel moment ça se situe dans le temps. C'est-à-dire que il me semble que c'est paru peut-être dans les années 80. Je vois. Voilà. 86. Hein? Quand même, quand même. Donc, on est vraiment à l'époque où il n'y a pas encore des cellulaires, mais il y a quand même la technologie qui est là, téléphone et tout. Mais étant donné que ça concerne des gens qui font partie de l'aristocratie britannique, ben, ça nous donne l'impression presque de faire un saut dans le passé, dans le sens où on a quand même la dynamique aussi un peu des classes sociales, réputation d'une famille, transfuge de classe. On a ça aussi qui est étrangement collé sur quelque chose de moderne, puis ça fonctionne vraiment bien. J'ai vraiment beaucoup aimé l'écriture de P.D. James. Je trouve que c'est à partir de celui-là, ça commence vraiment à se déployer. Dans les P.D. James qui ont précédé celui-là, je dirais que dans la série des inspecteurs Dalglish, je vous dirais qu'on sent déjà le potentiel de sa plume, mais que ça se déploie moins. On est plus dans vraiment un format un peu plus court de toute façon, plus traditionnel. Évidemment que le personnage de Dalglish va toujours être un personnage qui est axé sur le côté humain des gens. Vraiment, ce qui l'intéresse, c'est l'humain, la psychologie de l'humain et tout ça. Tout en vraiment en ayant vraiment la conviction qu'il faut que la justice soit respectée et tout ça. Mais en dehors, disons, de Dalglish, le restant, c'était un petit peu plus, disons, je dirais, pas terre à terre, mais plus utilitaire. Dans celui-là, on dirait vraiment qu'elle s'est offert un voyage au centre de, de la face cachée ou de la face sombre de chaque humain. Là, je parle pas ici juste des personnes qui sont responsables des crimes, mais bien de l'ensemble des personnes qui sont impliquées dans l'enquête. Donc, ça a pris du temps pour que je l'écoute. C'est sûr qu'en plus, c'est tombé dans une semaine où j'étais pas, j'étais pas en mode vraiment super top rapide parce que j'avais les microbes à combattre, mais je trouve que celui-là, on dirait que ça marque comme une espèce de step vers autre chose pour les P.D. James. Puis dans le fond, ceux dont je me souviens plus, je crois que c'est les plus récents, un peu, ben, ceux qui s'en viennent en fait. Là. Ceux-là, c'est ceux-là que j'ai lu en premier, c'est comme ceux du milieu finalement. Puis, ben, c'est pour ça que j'avais comme une perception de P.D. James qui était quand même un peu proche, entre guillemets, d'Elizabeth George. Ça sera jamais Elizabeth George, mais je parle du côté très travaillé, de la plume, de la psychologie des personnages, de la mise en contexte et tout ça. J'avais ça en tête. Fait que quand j'avais recommencé à lire les Dalglish, j'étais comme ah ouais, c'est pas comme ça. Tu sais, les Dalglish étaient un petit peu évoqué à grands traits. On allait moins dans les nuances et tout. Puis là, ben, dans le fond, avec celui-ci, je pense qu'en effet, on passe justement dans la fameuse P.D. James que j'ai appris à connaître. Donc, très, très bonne lecture. Troublante, comme je vous dis, mais très, très bonne lecture. Donc, si vous pensez que P.D. James, c'est peut-être juste de la légèreté, ça vaut la peine quand même de se plonger dans son œuvre. Je dirais que c'est sûr que c'est le fun d'aider dans l'art parce qu'on voit vraiment l'évolution de Dalglish, mais à la limite, peut-être que vous pourriez quand même commencer à partir de celui-là jusqu'à ses plus récents. Je pense quand même qu'il y a un petit quelque chose, une petite plus-value, une petite qualité différente, une espèce de petit souffle, un petit peu plus de, je sais pas, peut-être un peu plus de finesse que dans les premiers tomes de cette série-là. Alors, voilà pour ma lecture terminée. Et là, j'ai tergiversé pour ma lecture en cours parce que, ben, j'ai failli me dire, je me suis dit, bon, ok, écoute donc Wuthering Heights, pardon, de Emily Brontë. Je mélange toujours. Je pense que c'est Emily Brontë. Puis je l'ai commencé. Puis jusqu'à maintenant, ça m'a fait le même effet que quand je l'avais commencé la première fois.
j'ai pas envie d'une plume comme ça. J'ai pas envie d'une plume en poulet. Ça change sans doute peut-être après, là, mais là, on dirait que j'étais comme, oh non, je pense pas que je vais essayer de lire ça maintenant parce que je pense que ça va être moins bien accueilli par où j'en suis en ce moment. Donc, j'ai décidé de passer à autre chose et de m'en tenir quand même au roman policier, mais en plongeant finalement, parce que là, tout le monde est en train de lire ou l'a déjà lu, puis moi, ça fait un bout que je voulais lire, dans le troisième tome de la série de Cozy Christmas Mystery de Karen Pitaki. Donc, celui-ci, et qui s'appelle Le vol du Métropolis. Je ne sais pas si on voit comme il faut. Ouais. Le vol du Métropolis, donc Cozy Christmas Mystery, qui est le tome 3 de cette série-là. Et on retrouve, comme je vous avais dit, en fait, les personnages qu'on aime bien. Joanne et Laurie et son assistante qui est Nadia? Non. Andrea? Non. Son nom finit en A. Daisy. Aucun rapport, il y avait un A dedans, mais aucun. Wow! Aucun rapport avec le nom que j'avais en tête. Daisy, l'assistante de Joanne. Donc, pour rappel, Joanne, j'en avais parlé un peu, mais en tout cas, c'est pas grave. Pour rappel, Joanne est une créatrice de séries, donc une scénariste, en fait, de séries télévisées, et elle a beaucoup de succès. C'est une jeune femme qui vient de St. Mary Hill, si j'ai bien compris, mais qui habite maintenant à Londres, puis qui est vraiment dans l'industrie du cinéma puis de la télé, plongée tête première, qui a eu des histoires avec les autres, entre guillemets, donc d'interpersonnels qui se sont pas nécessairement bien déroulés. Et quand on la retrouve dans le premier tome, elle vient juste de plaquer son amoureux qui était vraiment comme quelqu'un de pas... C'était une chenoute, finalement, en gros. Puis là, je pense qu'il l'avait trompé ou je sais pas trop quoi. Puis finalement, en plus, ils avaient écrit ensemble la série sur laquelle ils travaillaient. Puis là, ben, ils étaient même en train de se battre sur le côté, genre les droits d'auteur et tout ça. Et elle va se retrouver à St. Mary Hill parce qu'il faut qu'elle aille s'occuper de la maison que sa tante lui a léguée qui était à St. Mary Hill parce que sa tante est décédée de façon subite. Et en retournant là-bas, ben, elle va replonger un peu dans ses souvenirs, évidemment. Je pense pas qu'elle venait à St. Mary Hill, mais elle se tenait à St. Mary Hill à cause de sa tante. Je me souviens plus, c'est flou. Bref, un petit village, évidemment, qui n'est pas sans rappeler St. Mary Mead. St. Mary Mead? Le village de Miss Marple. St. Mary Mead, je pense. Avec tous ces personnages rocambolesques, évidemment, deux voisines qui étaient les grandes amies de la tante et qui sont des personnes âgées mais qui sont super alertes puis qui sont à l'affût de tout ce qui se passe. C'est des potins, toutes sortes de personnalités un peu de type classique dans un village. Et elle va se ramasser là-bas. Elle va retrouver quelqu'un qui est son meilleur ami depuis l'enfance, qui est Laurie, qui a délaissé sa carrière d'avocat pour devenir un prêtre anglican, épiscopalien, je sais pas, anglican, je pense. Et bien, en fait, eux ensemble, avant, ils étaient super proches. Il y avait peut-être eu un petit quelque chose de potentiel à l'adolescence, mais finalement, ils ont vécu un peu leur chemin, chacun de leur côté. Et elle va le retrouver, puis ben, dans le fond, un peu comme un choc parce qu'elle avait comme pas vu depuis qu'il était prêtre, puis il s'est marié à l'époque avec quelqu'un, mais sa femme est décédée. Donc, ça lui fait un peu bizarre à s'embrasse là, dans cette espèce d'ambiance-là. Elle n'a pas le choix, il faut qu'elle roche un peu sa vie. Elle est entre deux trucs de télé, elle est en mode tout, il faut que ça aille vite et tout ça. Puis là, elle prend pas vraiment le temps de vivre ses émotions avec les décès de sa tante, puis il faut qu'elle gère le décès, puis tout ça. Puis là, éventuellement, elle va finir par se retrouver mêlée au fait que les deux fameuses voisines là, qui savent tout, se rendent compte qu'il y a, on dirait qu'il y a de plus en il y a eu quelques morts de personnes âgées un peu suspectes dans les dernières semaines. Puis là, bon, ça va partir tout ça. Elle va se sentir un peu mêlée là-dedans. Elle va avoir comme allié Laurie et son neveu Alex, qui est un jeune homme plein de ressources, mais qui a fait voir de toutes les couleurs à son frère à elle. Donc, parce que ben le fameux frère en question, on dirait qu'il ne veut pas vraiment s'engager, puis il ne veut pas vraiment donner l'impression à son fils qu'il l'aime et tout. Bref, ça, c'est les personnages en général. Et dans le deuxième tome, on va retrouver encore cette bande-là dans un contexte différent parce qu'ils vont se retrouver dans un manoir où on peut vivre une expérience immersive de genre houdonite. Et ça va peut-être finalement devenir un vrai houdonite. Donc, on est là-dedans. Mais c'est toujours avec la même bande. Il y a quand même une évolution, en fait, des vies personnelles de chacun des gens. Et là, ben, on est dans celui-là où
Joe a avancé dans son existence. Les choses ont évolué, je ne peux pas trop vous en dire, dans sa vie aussi personnelle. Mais pas tant que ça. C'est un peu comme en stand-by, mais elle a des gros projets qui viennent de se faire et ça se fait aux États-Unis. Et elle est dans une situation où elle est contente de ce qu'elle fait, mais elle est comme loin de ceux qu'elle aime beaucoup, son neveu Alex, son meilleur ami Larry, qui sont en Angleterre. Puis elle vit comme tout ça un peu par procuration puis à distance. Puis elle va se retrouver cette année-là alors que la compagnie de production pour laquelle elle travaille pour la série télévisée, dans le fond, ont été nominés pour un Emmy Awards. Et bien évidemment que la cérémonie se passe à New York. Et elle va décider d'inviter sa bande de Sainte-Marie. Sainte-Marie? Je dis encore Sainte-Marie Mead. Oh non! Sainte-Marie Hill. Dans le fond, à venir pour vivre ce moment-là avec elle. Donc, cette espèce de petite bande-là du village va débarquer à New York et dans un hôtel qui s'appelle le Metropolis. Et bien, visiblement, ça va pas se passer comme prévu au Metropolis. Et leur espèce de karma de toujours être mêlé à des enquêtes va les suivre jusque de l'autre côté de l'océan. C'est tellement une plume super le fun. C'est une plume qui, évidemment, joue volontairement avec les codes du Cozy Mystery. Dans ce cas-ci, qui est une espèce aussi, une série qui est une espèce d'hommage à les cafés du Dr. March, parce qu'évidemment, comme Joe, c'est vraiment le personnage de Joe, elle a la place d'écrire des romans, elle va écrire justement les séries télévisées. Laurie, qui est le meilleur ami, voisin, tout ça, un peu intérêt, potentiellement, on ne sait pas trop amoureux ou pas, aussi. Donc, il y a vraiment des parallèles à faire avec les quatre filles du Dr. March, mais aussi avec les classiques des Whodunit. Donc, on fait quand même référence un peu au Miss Marple d'Agatha Christie avec St. Mary Hill. Puis, Karen Pitaki a vraiment une façon de jongler avec ça. Ça fait rire. En même temps, c'est touchant. Il y a des bouts qui sont un peu cheesy, mais ça nous fait plaisir. Puis c'est quand même bien dosé. On n'est pas en train de lever les yeux au ciel quand ça se passe. Il y a des petites tensions qui nous fait avoir hâte que certaines... qui nous font avoir hâte que certaines choses se déroulent ou se déroulent pas finalement au niveau de l'évolution des personnages qu'on suit à travers la série. Les enquêtes sont bien ficelées. Donc, c'est vraiment un bonheur de lire ça. Là, je viens juste de le commencer. Je suis rendue à... Ah, j'ai déjà lu 20%, il est vraiment court. Donc, je suis déjà rendue à 20%, puis ça se lit tout seul. Donc, voilà pour ma lecture en cours. Et, bien entendu, on va ouvrir ensemble les calendriers du jour. On va commencer par le casse-tête que j'ai en effet sorti, comme d'habitude maintenant. Et c'est celui-ci qui s'appelle... Oh, chouette! Donc, qui s'intitule Parcel and Post. Je ne sais pas si on le voit. C'est chouette, hein? On dirait que c'est ouais, une chouette, justement. Un harfang. Voilà. Donc, trop mignon. Trop chouette pour ce petit casse-tête-là. Par contre, ça va être un défi. C'est juste du blanc. Donc, je vais voir. Peut-être que je vais le faire en bas. L'argent de mon copain pour faire ça. Et le livre, l'album jeunesse du jour. Donc, le numéro 9. On va ouvrir ça ensemble. J'étais vraiment sur la fin, celui-là. Vous ne voyez pas le super emballage que j'ai fait. J'ai essayé vraiment d'utiliser tout le papier qui me restait. Et c'est des retailles. Donc, allons-y. Ça va encore être un rapide. Celui-là, c'est un album que j'avais choisi parce que j'avais découvert l'illustratrice ou le créateur ou créatrice. Je ne sais pas si c'est une femme, un homme ou une personne non binaire, mais c'est Souche. Puis je l'avais vu sur Internet avec des illustrations qui étaient simplement juste des extraits de ça. Et c'est celui-ci. Donc, c'est Dad by my side. Et c'est With Dad by my side, there's nothing we can't do. Donc, c'est vraiment l'histoire de... je ne sais pas s'il y a du texte ou pas. Oui, il y a du texte. Donc, on a vraiment, c'est des doubles pages avec toujours une scénette avec ici illustré et une petite phrase qui nous explique pourquoi, quand son père est à côté, tout est possible. Donc, c'est vraiment pour les illustrations que je l'avais pris. Donc, voilà pour le livre du jour. Donc, je vais sans doute le feuilleter puis je vais vous en reparler. Fait que je pense que c'est ça que je vais faire. Je vais aller faire le casse-tête et lire l'album, puis vous revenir une dernière petite fois pour ce vlog-ci. Fait que ça va été une longue séquence, mais
c'est comme ça que la journée s'est déroulée. Alors, à tantôt! Et rebonjour vous autres. Alors, j'ai fait mon petit casse-tête qui était vraiment chouette à faire. Finalement, il n'était pas si dur que ça. J'avais l'impression qu'il y avait beaucoup, beaucoup de blanc. En même temps, il y avait beaucoup de choses aussi dans la blancheur et le bleuté du ciel. Mais j'ai été déçue par aucun des casse-têtes jusqu'à maintenant. C'est un score parfait pour cette édition-là. J'adore ça. C'est juste la bonne durée. Il y en a qui sont un petit peu plus des défis, donc c'est chouette. Ah, quel bon moment! Et je commence à m'endormir, donc je vais tout de suite vous faire mon petit topo sur ce livre-là qui est tellement touchant, donc Dad by My Side de Souche. C'est publié chez LB. C'est quoi LB? Chez Little Brown Book, je pense. Je pense que oui, mais c'est pas écrit. Ouais, Little Brown and Company. C'est tellement touchant. C'est super simple. C'est vraiment, comme je vous dis, l'histoire de... C'est narré à hauteur de petite fille. Donc, la petite fille qui raconte sa vie avec son papa. Puis comment, dans différents moments du quotidien, ils sont là l'un pour l'autre. À la fois lui pour elle, mais elle pour lui. C'est tellement touchant. Je pense que toutes les illustrations, j'ai le goût presque de les avoir sur mon mur. Mais j'en avais que je voulais peut-être une ou deux que je voulais vous montrer. C'est intéressant parce que c'est ça. C'est celle-là que je trouvais cool. Mais cool. Tellement touchante. À un moment donné, dans le fond, ça dit que... elle dit qu'aucun d'eux deux n'aime ça quand lui, il y a à aller loin d'elle, dans le fond. Mais que son papa va jamais manquer l'occasion de lui chanter sa petite chanson du soir, même quand il est fort, même quand il est fort, même quand il est loin de la maison. Et regardez l'illustration. Je sais pas si on va bien la voir. Regardez comme c'est beau la composition de l'image. C'est beau, hein? C'est superbe. Donc, je me souviens pas si ça a été traduit, mais c'est des petites phrases simples. Ça vaut la peine, ça vaut l'émotion, ça vaut l'attendrissement devant les illustrations. C'est très... c'est sûr que le texte n'est pas... Il y a quelques belles trouvailles quand même, de belles formulations, dont celui-là. Là, mais c'est sûr que le texte est un petit peu plus descriptif, utilitaire. Mais la poésie est dans les illustrations. C'est touchant. C'est en plus, ce qui est intéressant, c'est que c'est des corps atypiques qui donnent une espèce de, je sais pas, de volupté, de magie en quelque part à quelque chose qui techniquement devrait être du quotidien. On a l'impression presque que c'est, je sais pas moi, un géant et la petite poussette peut-être presque qui sont là. Je trouve que le travail qui est fait sur le mouvement, les gestes des personnages est vraiment superbe. C'est ça qui fait qu'on a l'impression qu'on y est puis qu'on est en train de regarder justement un tableau prendre vie en fin de compte. Donc, Puis le fait que... Je crois que c'est à l'aquarelle. Je pense que oui. Le fait que ce soit travaillé aussi... Ouais, on dirait que c'est de l'aquarelle. Sur du papier texturé. Ou du
pastel, je ne sais pas. Ah, celui-là aussi. Celui-là, c'est que son père, dans le fond, ça dit que son papa, il aime ça, faire des câlins. Je pense que je vais montrer les 3 images. Je les trouve trop belles. Donc, il aime ça faire des câlins. Voyez-vous les positions, là, ici? Celui-là, comment ils sont installés ici, qui retient le petit enfant. Et surtout, là, le prochain, ça dit « He always makes space ». Donc, il fait toujours une place pour moi. Regardez ça. Comment c'est beau! Et on sent qu'il y a peut-être des familles qui vont se retrouver dans cette situation-là. Enfant ou pas enfant, en Espagne, il y en a toujours un qui est sur le bord du lit, mais regardez la position, comment c'est beau. Les courbes, la position, le lit défait. En tout cas, bref. C'est très touchant. Je suis bien contente d'avoir eu cette petite lecture-là pour clore ma soirée. Alors, ben voilà, ça va être la fin de cette espèce de vlog express-là. Je vais essayer quand même de prendre l'habitude d'au moins ouvrir le vlog en commençant ma journée, au moins, pour pas que vous ayez nécessairement des super longs plans comme j'ai eu là. Mais en même temps, c'est ça que j'ai à vous offrir aujourd'hui. Donc, j'espère que ça vous a plu. Puis, ben moi, je vais poursuivre ma lecture palpitante de Karine Piteki en livre audio, mais aussi en numérique. Donc, c'est ça, oui, c'est ça, je ne l'ai pas dit, que en fait, je l'ai en livre numérique. Je l'avais acheté en livre numérique. Puis, finalement, j'ai réussi à avoir accès à la version audio avec les plateformes auxquelles j'ai accès pour les livres audio. Donc, je l'écoute en version audio. C'est une narratrice que j'ai déjà écoutée dans d'autres, je me souviens plus où la dernière fois dans quel livre je l'ai écoutée. J'aime bien son dynamisme, mais j'aime un peu moins peut-être son côté un peu. C'est sûr que bon, mettons, je sais pas, là-dedans, il y a un inspecteur qui s'appelle Benjamin Sloan, puis elle dit Sloane. Fait que ça me fatigue un peu. C'est pas beaucoup, c'est des petits détails, mais ça m'accroche, puis je suis juste comme, c'est pas Sloane, c'est Sloane, parce qu'en plus, ça se passe en Angleterre, donc, des fois. Mais sinon, par contre, au niveau de peut-être des émotions, de l'enthousiasme et tout, elle est vraiment bonne. C'est juste que, je sais pas si c'est même la personne à la production qui a pas nécessairement demandé ça, mais moi, ça me fatigue. Je sais que techniquement, c'est écrit en français, mais c'est pas parce que c'est écrit en français qu'il faut comme pas prononcer les noms de famille anglophones comme il faut. Bref, mais sinon, j'adore vraiment ça. Donc, je continue ça, puis nous, on se revoit demain de toute façon. Alors, ben, passez une bonne nuit.